Bonjour et bienvenue sur RLP de l'émission Jaf ta mère du vendredi 29 novembre 2019 avec ce soir un programme extrêmement chargé avec Stéphane pour vous servir et vous entretenir durant 1 heure. Tout d'abord, Sébastien Martin d'Angers sera avec nous pour cette première partie, président de l'association Papa Maman Séparés 49. Il nous expliquera ce que fait son association. Il nous donnera son regard sur le 16 mai 2018 ainsi que l'actualité de l'autre secteur. Nous aurons ensuite la partie audio d'une vidéo qui a été tournée pour l'anniversaire de la signature par l'ONU du CIDE, qui est la Convention internationale des droits de l'enfant, où nous retrouverons quelques personnalités importantes du secteur, telles que Claude Néris, Jean Lebaille, Olivier Guerrier, moi-même, avec l'association SOS Exclusion Parentale et donc l'association Équité Parentale que je préside. Puis nous aurons effectivement la chanson de la semaine avec une petite surprise pour vous et nous terminerons tout ceci avec Gaël Costemenier d'Angers de l'association DDPE qui milite depuis très longtemps pour l'égalité parentale, le droit du parent et de l'enfant avec une histoire personnelle intéressante et qui est surtout force de proposition avec une liste aux européennes l'an dernier qui malheureusement n'a pas abouti, aussi un cofondateur du 16 mai 2018 et un regard intéressant sur l'actualité et le souci des conflits avec enfants et séparation de parents. Voici donc le programme de Jaf ta mère numéro 2 sur RLP depuis Périgueux en Dordogne. A tout de suite. Branchez la guitare, entonez les tambours, moi j'accorde ma basse. 1, 2, 3, 4. Nous faisons un vacarme de tous les diables. Chantez juste ou chantez fort, je m'en fiche. Je peux faire la rac à la musique classique. Edith Piaf ne regrette rien pour les discothèques. Monsieur, je suis allergique au jazz. Passez s'il vous plaît to the jukebox. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais le rythme, la cadence, la chanson alors. Musique moderne, populaire, c'est un organe à la mode. Alors enfants, ouvrez-vous, branchez les guitares, chantez les guitares. Je m'en fiche, je fais le rock. Alors enfants, jouez! Branchez les guitares, le brio. Oui, bonjour. Donc, très prochainement avec Sébastien d'Angers. Sébastien, tu es avec nous? Est-ce que tu nous entends? Allô, Sébastien? L'association est née et s'est développée de façon militante également. Donc, on est toujours en collaboration, oui, avec la CAF. D'accord. Donc, dans ce cadre-là, vous rencontrez des personnes via la CAF. Ce sont des réunions mensuelles, hebdomadaires? Le groupe de parole, c'est des réunions mensuelles. D'accord. Donc tous les mois comme ça,
les papas, parce que là c'est vraiment qu'un groupe de pères, et on est même en train de travailler justement avec la CAF et l'école des parents pour créer le même groupe, mais avec des mères. Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Hein, donc, c'est en place et ce sera très certainement fait pour 2020. Donc de là, on pourra justement, alors pas faire un groupe mixte, mais au moins collaborer, on va dire. Oui. Tu participes toujours à ces groupes de parole? Non, moi j'ai mis en suspens puisque il y a beaucoup de papas qui sont en attente justement pour rejoindre ce groupe. Et comme c'est un accès à un nombre limité quand même, donc j'ai plutôt cédé ma place pour d'autres papas qui ont plus besoin que moi, on va dire. D'accord, oui, parce que toi, ton problème commence à se résoudre, donc c'est une bonne nouvelle, mais ton engagement est toujours présent. Je Voilà. crois que tu as co-signé un document qui est sorti il y a quelques jours par Françoise Leprince de Petite Mamie Chagrin. Je vois votre logo à la fin. Tu as lu ce document? Le document de Papa Chagrin. Oui, oui, avec les statistiques à jour, le groupe d'études hors de l'enfant, protection de la jeunesse qui a été créé à l'Assemblée nationale. Nous avons co-signé, nos logos sont à la Voilà. fin. Oui, oui, tout à fait. Ça, c'est l'action justement d'une action que cette association voulait faire parler au gouvernement. Oui. Oui. Tu l'as lu un petit peu? Ah ouais, oui, c'est quelque chose qui date déjà d'il y a un petit bout de temps. Oui, oui, tout à fait. Mais la version finale a été faite la semaine dernière. J'anticipe un peu, je suis déjà sur l'actualité, là, parce que je l'ai devant moi. Et en le feuilletant, je vois que votre logo est là-dessus. Et donc, vous êtes toujours actif et non seulement vous aidez les gens sur Angers, mais vous pesez aussi, vous tentez de peser sur le débat national. Ah ben, de toute façon, c'est que comme ça qu'on pourra faire entendre notre cause. Et c'est surtout en ce moment qu'il faut le faire avec tout ce qui est demandé en termes d'égalité homme-femme. Voilà, il faut vraiment parler des erreurs de justice qui peuvent se produire et des catastrophes qui arrivent à la suite de ça. Oui, c'est exact. Est-ce que tu te souviens de l'origine du mouvement du 16 mai? Bah oui, un petit peu. Vas-y, j'en ai parlé un peu il y a 2 semaines, mais si tu peux donner ta version, la façon dont tu l'as vécu toi, vas-y, ça peut intéresser nos auditeurs. Ah bah, tout à fait. Bon, l'action du 16 mai, c'est que moi, de mon côté, je souffrais énormément de tous les méandres de la justice. Et je cherchais à faire, comme j'avais déjà fait un an avant, une action pour justement dire stop, écoutez-nous, quoi. On n'est pas que des mauvais papas, on n'est pas que des hommes violents, on n'est pas que des ceci, des cela, on a quand même des bons côtés, on veut des choses, et on est capable de bien gérer des choses. Donc je voulais mener une action sur Angers, à la base tout seul. Et puis comme je surfe un petit peu sur les réseaux sociaux, donc j'ai lancé quelques idées, toutes choses comme ceci, et puis j'ai rencontré via ces réseaux 2 personnes, Gaël et toi, et puis qui vous, de votre côté, vouliez faire un petit peu la même chose, quoi. Oui, j'anime toujours d'ailleurs le blog à l'époque, sospapa24.com, Voilà. avec des petites caricatures humoristiques et douloureuses. Et des didacticiels, des informations nécessaires de survie en fait aux personnes confrontées à ce genre de choses. Et je me souviens quand tu m'appelais avec Nathalie, c'était un mardi soir je crois d'ailleurs, et on voulait faire, me semble-t-il, on voulait rappeler que le projet La Tombe devait être présenté le 16 mai. Voilà. C'était bien ça, hein, la date du 16 mai c'était ça, hein, c'est parce que c'était parti un peu malheureusement en désuétude, enfin, ça n'avait pas abouti à l'Assemblée nationale et ça aurait dû être représenté à la fête parlementaire suivante du MODEM en mai, c'était le 16 mai, et pour leur rappeler qu'il fallait le faire, on avait dit qu'on ferait des manifestations le 16 mai, mais tous ensemble, devant nos TGI, dans nos départements, de manière synchronisée pour mettre un peu la pression. C'était ça, hein? Voilà, tout à fait. Tout à fait. Et là, on a bien œuvré dessus, et puis on a eu quelques milliers de parents confrontés à ce problème et qui voulaient justement aussi faire bouger les choses.
Oui, oui, c'était bien. On a passé un bon moment, en fait. Il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu la création de Sologo, qui a été un grand moment aussi. On a vu des gens à Lille qui ont imprimé des t-shirts, des lâchers de ballons, des défis de poussettes vides. On a vu des gens de toute la France, en fait, nous rejoindre et se mettre à faire ce mouvement en même temps. D'autant plus que le projet La Tombe n'a pas été représenté le 16 mai. Donc on avait une grande frustration. Mais quelque chose s'est produit quand même ce jour-là, à tel point que... Ah oui, oui, tout à fait. Et c'est en faisant des choses comme ceci qu'on va pouvoir encore plus interpeller les politiciens, on va dire. Oui, et puis nous avons surtout dit aux intervenants du terrain de faire leur travail comme il faut, enfin qu'ils n'étaient pas forcément dans l'impunité la plus totale, parce qu'il y avait des gens sous leurs fenêtres durant les heures de travail, ce qui était assez nouveau pour eux. Hein. Ils ont une note interne dans les tribunaux disant que le mouvement était inhabituel. Et moi je suis persuadé que ce qu'on a fait est bien, qu'on a poussé dans la bonne direction, qu'on a poussé aussi beaucoup de gens à se parler entre eux, à s'entraider. Et quand je parle à beaucoup d'animateurs de cette époque-là, beaucoup me disent que leurs problèmes se sont améliorés depuis. Oui. Ah bah puis après, bon, faut pas être seul dans ces moments-là. Oui, tout à fait. Ça a montré, je pense, cette action à beaucoup de papas qu'ils n'étaient pas les seuls, quoi. Et que c'est en se mobilisant qu'on peut déjà mentalement être soutenu et puis après faire changer les choses, quoi. Oui, nous avions des mamans aussi avec nous, hein. Nous avions des femmes qui étaient sensibilisées. Les femmes d'aujourd'hui sont très souvent d'ailleurs avec nous parce qu'elles se rendent compte via la recomposition que leur conjoint vit des choses difficiles avec son ex-compagne et elles s'en rendent compte, elles, en tant que nouvelle arrivante dans la problématique, et elles sont de plus en plus nombreuses à nous aider, à nous soutenir par rapport à cette chose-là. Oui, et même sur l'association d'Angers, justement, nous avons nous-mêmes une maman qui a rejoint l'association et qui est victime des mêmes choses que ce qu'on subit. Ah, c'est exact, il y a 15% de femmes qui sont concernées. Généralement, c'est majoritairement les hommes qui ont des problèmes pour voir leurs enfants après une séparation conflictuelle, mais cela touche aussi un nombre moins important, mais existant malheureusement, de femmes, et c'est révoltant dans les deux cas. Je veux dire, on ne devrait pas pouvoir priver un enfant de l'accès à ses deux parents, qui est un droit fondamental. Hein. On a signé des traités internationaux par rapport à ce point, et les lois sont assez précises. Un enfant a droit à ses deux parents, il y a une réciproque, un parent qui veut s'impliquer dans l'éducation de son enfant et qui n'est pas dysfonctionnant doit pouvoir le faire. Et c'est tout à fait révoltant quand ça touche autant la maman que le père d'ailleurs. Tout à fait, mais comme nous, ce qu'on défend dans l'association Papa Maman Séparés 49, c'est qu'un enfant a le droit de grandir avec ses deux parents. Bien sûr. Et ça, il faut absolument œuvrer pour ça, faire comprendre, parce que je suis intimement convaincu que toutes les personnes influentes dans ce domaine attendent des choses, parce que je pense qu'ils ne sont pas confrontés à la réalité du terrain. Et nous, sur 2020, voilà, quand on parlait d'objectifs pour l'association Papa Maman Séparés 49, c'est justement d'aller leur montrer exactement les aberrations que l'on peut avoir dans certains jugements. Oui. Alors, toi, par rapport à ton regard, tu as vu passer combien je ne vais pas dire de dossiers, mais de personnes, tu as vu combien de situations, tu as analysé combien de problématiques, toi, dans ton suivi à Angers et national après avec l'association Équité Parentale? Moi, sur Angers, j'ai quasiment une vingtaine de personnes que les rendus de jugement sont aberrants. Mais aberrants, voilà, des juges qui... Bon, je pense que tu as une visibilité sur plus de 20 personnes en 2 ans d'association, puis équité parentale. Ne serait-ce qu'avec équité parentale, moi j'ai la connaissance d'une trentaine ou quarantaine de problématiques. Il y a des gens à qui je parle et que je soutiens, j'en ai plusieurs dizaines. Non, mais c'est pour ça que comme tu me posais la question sur Angers et au national, je commençais par répondre par Angers. Excuse-moi, vas-y. Après, c'est sûr et certain qu'au national, je vais te dire, avec tous les contacts, quand je te disais plusieurs milliers de personnes que l'on a eu tous les trois, hein, oui. Par Messenger ou autres services, on a plus de 200 cas ahurissants. Alors, qu'est-ce que tu vois comme point commun dans ces quelques centaines de cas que tu as observés personnellement? Le point commun, c'est que les dossiers sont très, très, très rapidement étudiés par les juges. Et de
là, les juges sont sur l'ancienne famille. Aujourd'hui, la famille a évolué par rapport à 1960 ou 1970. Et là, la justice, par contre, a plus d'un train de retard, pour reprendre cette expression. C'est-à-dire une très très grande lenteur dans le traitement des dossiers? Ah oui, de très grande lenteur. Et puis après, le juge se protège et donc regarde quelques points essentiels et il ne regarde pas tous les dossiers. De toute façon, il y avait eu des études, je ne sais plus par qui, mais je crois que c'est moins de 10 minutes qui passent par dossier. Oui, entre 10 et 15, c'est ça. C'est qu'on a 10 à 15 ans de vie avec des êtres humains et on nous accorde 10 à 15 minutes pour des résultats qui statistiquement sont quasiment toujours les mêmes. Et puis en plus, je pense que ceux qui écoutent et ceux qui connaissent un peu le sujet savent très bien que dans les dossiers juridiques de divorce, les dossiers sont très 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 épais, puisque il y a des actions qui sont facilitées aussi par la justice pour faire traîner les choses, pour accuser sans preuve, pour faire traîner les choses, pour se faire passer en victime. Et toutes ces choses-là grossissent le dossier. Donc le juge n'a, lui, par contre, toujours que 10-15 minutes pour l'étudier. Oui. Ici, en Dordogne, on est entre 6 mois et 1 an pour avoir une audience. À Bobigny, ça peut monter à 6 ans. Pour des enfants en bas âge, c'est dramatique. Moi, je suis resté 1 an et demi sans aucun jugement. Il a fallu que j'aille faire un piquet de grue devant le tribunal en question pour que, comme par hasard, je puisse avoir un rendez-vous 3 mois après. Oui, ça fait 1 an et 9 mois pour qu'on te donne l'autorisation d'accéder à tes enfants. C'est problématique, quelque part. Tiens, tu parlais d'injustice et de dénonciation calomnieuse. Qu'est-ce que tu penses du Grenelle de la lutte contre les violences conjugales qui est actuellement au centre de l'actualité avec des interventions du gouvernement? Est-ce que tu as regardé les propositions? Quelle est ton impression par rapport à ce qui se dit en ce moment par rapport à tout ça? Alors, j'ai pas trop suivi, pour être franc. Aujourd'hui, les violences conjugales, un homme n'a pas le droit de frapper sa femme, c'est clair, c'est net, c'est précis. Là-dessus, je ne dérogerai pas. Il faut absolument protéger ça, c'est clair et net. Oui, nous sommes tous d'accord par rapport à ça. Certaines voix s'élèvent pour dire qu'il aurait fallu protéger toutes les victimes et qu'il aurait fallu condamner tous les agresseurs et non pas forcément montrer un certain type d'agresseur et protéger un certain type de victimes. C'est une voix qu'on peut entendre parfois. Aujourd'hui, la violence, on parle de violence physique. Non, là on parle de violence psychologique et d'emprise. Ils veulent mettre le terme emprise et la notion d'emprise dans le code pénal, dans le code civil. Tout à fait, mais ce que je veux dire, il faut le faire quand c'est l'homme qui le fait auprès de la femme. Mais après, il faut le faire de façon égalitaire, c'est-à-dire que la même chose de l'autre côté. Voilà, nous sommes d'accord, on nous demande égalitaire. Est-ce qu'il faut le faire uniquement dans un seul sens ou est-ce qu'il faut universaliser la demande, protéger toutes les personnes vulnérables? Il faut universaliser la demande et surtout, dans ces choses-là, il faut aussi que nous, les hommes, on aille porter plainte ou on fasse des actions quand on en est victime. Oui, c'est qui est délicat. Après, on en a quelques-uns avec nous qui ont subi des exactions. Quelques-uns. Oui. Mais aujourd'hui, comme je te disais, même par rapport à l'association Papa-Maman Séparés 49 sur Angers, on a fait des marchés, on a fait des forums d'associations et choses comme ceci. On a des papas qui sont passés discrètement prendre la plaquette et qui nous ont appelés ou envoyé un mail le lendemain, mais qui n'ont pas discuté de ce qui leur est arrivé devant. C'est-à-dire que de là, mes propos, c'est surtout qu'aujourd'hui, les femmes arrivent à s'exposer, à dire les choses que nous, les pères séparés, on ne le dit pas. Les hommes de manière générale, énormément d'adolescents parfois sont confrontés à des pressions qu'ils ne devraient pas avoir pour avoir accès à un travail ou à une carrière artistique ou de mannequinat. Et c'est tu, et pourtant cela existe autant que du côté féminin. Et nous aurions aimé que la lutte contre les abus soit vraiment générale, globale. Ce sont tous les abus, toutes les personnes qui sont en abus de pouvoir, qui demandent des exactions, des choses inacceptables en échange de services ou d'avantages, ça devrait être pénalisé, et non pas uniquement une partie de la population montrée du doigt. Tout à fait. Mais après, c'est les personnes qui ont soulevé ça, qui sont là en tête de cortège, on va dire, et nous, on est loin derrière.
Oui, peut-être qu'il y a un phénomène de nombre, tu as peut-être raison. Ouais. Est-ce que tu as un regard sur l'actualité, enfin sur ce qui pourrait arriver Allez, vas-y, dis-moi, que va devenir le mouvement équité parentale en 2020? Ah ben, le mouvement équité parentale, il faut qu'il continue tel qu'on a fonctionné sur 2018-2019, à faire des actions pacifistes pour montrer qu'on est présent, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il faut qu'on écoute les papas que l'on représente, parce que c'est pas des exceptions comme certains politiques ont pu le faire croire, qu'on laisse parler aussi les mamans qui sont victimes des mêmes choses que ce qu'on l'on parle, parce que celles-ci, ça doit être encore plus dur parce que elles sont plus rares. Mais il faut vraiment et l'équité parentale là-dessus va faire le nécessaire, que l'on signale au gouvernement et même à toute la France que on est en retard sur le traitement des divorces et le traitement aussi et surtout du bien-être des enfants. Oui, la défense des droits parentaux, quels qu'ils soient d'ailleurs, c'est une nouveauté par rapport à ce qu'on avait antérieurement, c'est que nous défendons les droits parentaux d'où qu'ils viennent en fait, qu'ils soient hommes, femmes, LGBT, nous défendons l'application des droits parentaux, point. Nous ne discutons pas sur l'évolution de la société, nous sommes vraiment sur l'accès aux enfants. Voilà. Après, je pense, quand je parlais que la famille a évolué, je pense qu'aujourd'hui, en France, la résidence alternée n'est pas souhaitée par le gouvernement. Et ils se réfugient là-dessus, sauf qu'il faut qu'on arrive à leur montrer que c'est une bêtise, puisqu'aujourd'hui, des enfants qui sont privés d'un des parents sont en échec scolaire pour beaucoup, des problèmes psychologiques. Il y a un manque qui est prouvé par beaucoup de pédopsychiatres et de psychiatres. La majorité des petits délinquants sont des enfants qui ont grandi avec un manque Exactement. d'un des deux parents. Après, il faut que de là-dessus, ça change pour que justement les enfants puissent voir leurs deux parents. Tout à fait. Ok, merci Sébastien, c'est gentil d'avoir pris le temps depuis Angers de nous parler. Je te dis à très bientôt. Ok. Et puis au revoir et à bientôt. Salut Seb. Au revoir à tous. Je vais me présenter tout d'abord. Je suis le président de l'association SOS Exclusion Parentale. Je vous présente les autres intervenants. Vous avez Jean Lebaille, qui est vice-président de l'association, mais également trésorier de l'association Équité Parentale. Vous avez ensuite Stéphane Lambert, qui est président de l'association Équité Parentale. Et vous avez Olivier Guerrier, qui est vice-président de l'association SOS Exclusion Parentale. Donc, nous avons choisi de faire ce soir cette vidéo parce que nous sommes le 20 novembre 2019 et le 20 novembre 1989 était signée la Convention internationale des droits de l'enfant adoptée par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies, dite Convention de New York, avec notamment un article 3 qui dispose que dans toutes les décisions qui concernent l'enfant, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. Ainsi, le guide de ceux qui ont la responsabilité de son éducation et de son orientation. Une résolution européenne est intervenue par la suite pour une égalité effective des parents vis-à-vis de leurs enfants, votée à l'unanimité le 2 octobre 2015. Elle émane de la Commission sur l'égalité et la non-discrimination de l'Assemblée européenne du Conseil de l'Europe, qui confirme le constat en pointant le traitement discriminatoire des pères par la justice familiale. Alors, il est évident que si nous intervenons 30 ans après, c'est justement parce qu'il y a eu effectivement des défections au niveau de notre justice familiale et de justice de l'enfance. Et nous souhaitons aborder ces sujets ce soir avec vous. C'est une première approche, c'est une première prise de contact qui permet à nos sympathisants de nous connaître. Et puis ensuite, nous reviendrons sur des points qui vous semblent utiles à éclaircir. Donc, je vous invite à nous envoyer des mails sur la page de l'association ou sur la page d'Équité Parentale pour nous dire quels sont les thèmes que vous avez envie d'aborder. Les questions que vous avez à nous poser, on essaiera de faire des lives justement pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Je vais passer la parole maintenant à Olivier Guerrier,
qui est donc vice-président de l'association. Oui, bonsoir à toutes et tous. Donc, dans le prolongement de ce que Claude vient de dire, donc je suis vice-président depuis quelque temps de l'association SOS Exclusion Parentale, plutôt concerné par justement les questions d'exclusion de ce qu'on appelle aliénation parentale en rapport avec la justice et ou la déjudiciarisation, plutôt ça d'ailleurs, ce qui n'est pas sans rapport avec la question des droits de l'enfant, bien évidemment. Et à ce titre, je pourrais intervenir sur ces questions à l'envi, selon les interrogations des uns et des autres dans les jours et les semaines à venir. Voilà. Je vais passer la parole à Stéphane, qui est le président de l'association Équité Parentale. Oui, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Merci à Claude d'organiser cette chose-là avec nous quatre. Nous sommes aujourd'hui donc le mercredi 20 novembre. Il y a un certain temps, cet article a été signé, la CIDE, avec notamment un article 9.3 qui m'interpelle beaucoup, qui dit que le droit de l'enfant séparé de ses deux parents ou de l'un d'eux d'entretenir régulièrement des relations personnelles, des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant. Concrètement, ça veut dire que l'intérêt supérieur de l'enfant est d'avoir accès à ses parents. Pour que l'enfant ait accès à ses parents, il faut que les droits parentaux soient respectés. Il faut qu'ils soient respectés alors qu'ils sont là de fait à la naissance et la reconnaissance de l'enfant. Il faut qu'ils soient respectés de manière équivalente à la loi, tel que l'indique l'article 1 de la Constitution française, qui est donc concomitant et redondant avec ce traité international que la France a signé. Il est donc absolument totalement important que toutes les personnes, tous les parents, tous les types de parents, parce que nous sommes sur les droits parentaux, soient traités, jugés, entretenus, justifiés absolument de la même manière, car il y a égalité devant la loi. Et le problème est qu'aujourd'hui, malheureusement, ce n'est absolument pas le cas. C'est pour cela que plusieurs associations existent, c'est pour cela que plusieurs mouvements sont actuellement en marche et puis en activité, et c'est très embêtant. Donc il est important aujourd'hui de rappeler que la France a signé des traités internationaux qui rejoignent la constitution de notre pays, qui disent que les parents, tout type de parents, toute personne, tout individu doit être traité de la même manière, alors que notre pays ne le fait pas. C'est problématique et typique de rappel sur ce sujet. Voilà. Bien, merci Stéphane. Nous allons passer la parole à Jean Lebaille. Alors pour approfondir ce que vient de nous dire Stéphane, effectivement, c'est très important que le droit de l'enfant à être élevé et éduqué par chacun de ses deux parents soit respecté, y compris lorsque les parents sont séparés. C'est l'esprit de la CIDE, dont on fête l'anniversaire aujourd'hui. Ce qu'il faut voir, c'est que les États mettent en référence à cette Convention internationale de l'enfant entre États, mais au niveau de la France, l'État français, les autorités françaises ne respectent pas, la plupart du temps, ou ne font pas assez d'efforts, ou ne prennent pas suffisamment de mesures positives pour que ces droits, au sein même du pays France, soient respectés. On le voit, par exemple, lorsqu'il y a des droits de visite qui sont prévus, y compris par décision de justice, bien souvent, aucune mesure n'est prise par les autorités, y compris quand elles sont informées que ces droits soient respectés. Et si cela se renouvelle trop souvent, le lien petit à petit se perd entre l'enfant et l'un de ses parents. C'est la responsabilité des autorités de permettre à ce que ce droit de l'enfant, son accès et le droit d'être élevé, d'être éduqué par chacun de ses deux parents soit respecté. Merci les trois participants d'être intervenus de manière relativement sommaire, puisque nous n'avons pas le temps. Comme je vous le disais, c'est juste une première prise de contact. Nous sommes confrontés à des situations d'exclusion parentale qui concernent bien évidemment beaucoup plus les pères que les mères, même si nous avons des mamans qui sont concernées par l'exclusion parentale. Mais dans les faits, les choses se passent de la façon suivante. Un couple se rencontre, donc c'est le big love, on s'aime, tout va bien, on a envie de faire des enfants, on fait des enfants, et puis après on se lasse, et puis arrive la séparation, on s'en veut, et souvent la haine. Et là, il n'y a plus de dialogue, il y a une situation conflictuelle qui s'installe, et on se retrouve généralement devant une juridiction, justice aux affaires familiales,
et la justice aux affaires familiales, qui, en dépit des textes de loi, et on pourra les évoquer plus tard si vous le souhaitez, en dépit des textes de loi qui sont nombreux, notamment l'article 371-1 et suivant, qui donne la possibilité au juge de pouvoir apaiser le conflit, eh bien, il n'y a pas d'apaisement de conflit. Déjà, les avocats souvent jouent un jeu bien par leur formation, par le temps qu'ils ont à consacrer. Il faut savoir qu'un juge dispose de 10 à 15 minutes par dossier. Ils n'ont pas le temps, il y a un problème de manque de moyens. Et donc, on arrive à une situation conflictuelle qui se cristallise et qui fait que, par la suite, le conflit perdure, alors qu'il suffirait d'intervenir bien en amont. C'est pour ça que la notion de médiation est importante. C'est quelque chose que nous préconisons toujours. La médiation, arriver à rétablir le dialogue, arriver à ce que le conflit ne s'installe pas, parce que nous savons tout à fait que lorsque le conflit se cristallise, eh bien, et qu'il y a des enfants, ça finit devant un juge des enfants qui, lui, va prendre la décision, souvent, généralement pour des raisons économiques, de placer les enfants. Et les placements abusifs sont un vrai fléau que nous devons combattre, parce que ça détruit non seulement des familles et des enfants. Voilà, c'est une première prise de contact. J'espère que ça vous intéresse. N'hésitez pas à nous demander, nous poser des questions sur les thèmes que vous souhaitez aborder, que ce soit en matière de procédure, que ce soit en matière de justice familiale ou justice de l'enfance. Et nous reviendrons vers vous en live pour répondre à vos questions. Posez-nous les questions, envoyez-nous des mails. Donc, les mails, vous pouvez les envoyer à contact@sos-exclusionparentale.org. Je vous mettrai le lien sur le bas de cette vidéo. N'hésitez pas à nous contacter et nous répondrons à toutes vos questions. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Je vous souhaite une bonne soirée. Bonjour, rebonsoir. C'est toujours Jaf Tamer avec Stéphane sur RLP. Nous venons d'entendre le communiqué qui a été réalisé le mercredi dernier, 30 novembre, jour de la signature du CIDE, la Convention internationale des droits de l'enfant, par l'ONU. La France est signataire. Cette intervention a été réalisée par M. Claude Néris de l'association SOS Exclusion Parentale, avec M. Jean Lebail, qui est vice-président de SOS Exclusion Parentale et trésorier de Équité Parentale, dont je suis le président. Je suis intervenu aussi, avec aussi également Olivier Guerrier. Nous tenions à faire une déclaration pour célébrer cet anniversaire. Bon, pour revenir à des choses un peu moins lourdes, voici le titre de la semaine. Cette fois-ci, nous avons choisi une reprise de Claude François, Le téléphone pleure, mais version Didier Wampas. Voici maintenant la chanson de la semaine. Écoute, maman est près de toi. Il faut lui dire, maman, c'est quelqu'un pour toi. Ah, c'est le monsieur de la dernière fois. Je vais la chercher, elle est dans son bain. Je sais pas si elle va pouvoir venir. Dis-lui, je t'en prie, dis-lui c'est important. Et il attend. Tu as fait quelque chose à ma maman. Elle me fait toujours des grands signes, puis elle me dit toujours tout bas. Fais croire que je suis pas là. Oh, raconte-moi, comment est ta maison? Apprends-tu bien chaque soir toutes tes leçons? Ouais, mais comme maman travaille, c'est la voisine qui m'emmène à l'école. Y'a qu'une signature sur mon carnet, les autres ont celle de leur papa, pas moi. Oh, dis-lui que j'ai mal, c'est mal depuis 6 ans. Et c'est ton âge, mon enfant. Non, j'ai 5 ans, et tu la connaissais ma maman avant. Elle m'a jamais parlé de toi, tu restes là. Le téléphone pleure quand elle ne vient pas. Quand je lui crie je t'aime, les mots se meurent dans l'écouteur. Le téléphone pleure, ne raccroche pas. Je suis si près de toi avec la voix. Seras-tu aux prochaines vacances à l'hôtel Beau Rivage? Aimes-tu la plage? Ouais, j'adore me baigner.
maintenant je suis énervé. Dis donc comment tu connais l'hôtel Beau Rivage? Qui était toi, Sainte-Maxime? Oh dis-lui toute ma peine, combien de temps les deux? Moi je vous aime. Tu nous aimes, mais je t'ai jamais vu moi. Qu'est-ce que t'as? Pourquoi t'as changé de voix? Putain mais tu pleures, pourquoi? Le téléphone pleure quand elle ne vient pas. Quand je lui crie je t'aime, les mots se meurent dans l'écouteur. Le téléphone pleure, ne raccroche pas. Je suis si près de toi avec la voix. Allons, assistons. Elle est partie. Si elle est partie, alors tant pis. Salut mec. Au revoir petite. Oui, toujours sur RLP. Bonjour dans Jaf ta mère avec Stéphane. Nous appelons Gaël à Nantes. Gaël, est-ce que tu nous entends? Allô, oui, je vous entends très bien. Gaël. Impeccable. Impeccable, super. Tu nous entends, c'est une bonne nouvelle. J'avais peur de t'avoir perdu, je ne savais plus trop où tu étais. Donc Gaël Costemenier, président de l'association des DPE, cofondateur du mouvement équité parentale du 16 mai, leader de la liste aux européennes, malheureusement non aboutie du printemps dernier, mais qui a eu l'avantage de faire bouger certaines limites et de faire avancer les choses. Gaël, s'il te plaît, présente-toi et dis-nous un petit peu qui tu es et ce que tu fais. Donc rapidement, moi au début je ne connaissais pas du tout ce qu'était l'exclusion parentale et familiale. Beaucoup de gens ne le savent pas du tout, malheureusement. Voilà, on découvre quand le mécanisme est déjà mis en place. Il se trouve que la mère de ma fille polonaise est partie pour ce qui devait être des vacances en 2011 et que depuis 2011, ma fille, pourtant née à Paris de père français, n'a depuis jamais revu la France, ne parle pas le français aujourd'hui, ne connaît pas sa famille française malgré force procédure que j'ai pu engager pour essayer de faire respecter ses droits. Voilà. Donc, au début, j'ai fait une page sur Facebook, voilà, pour essayer de parler du droit des parents et des enfants. J'ai fait des procédures en Pologne, j'ai manifesté dans la rue avec un petit tabouret et 2 panneaux pour essayer de rendre visible ma situation, parce que souvent les victimes pensent qu'elles sont seules, qu'elles sont un cas isolé, qu'elles sont un peu une exception dans le système. Et en fait, pas du tout. Et les victimes sont confrontées à un silence qui est assez assourdissant de la part de l'ensemble de la société. Et il s'est trouvé que cette page Facebook a progressé assez rapidement, que rapidement des gens sont abonnés. Moi, je faisais des publications sur des bouquins que je pouvais lire, donc notamment les bouquins de Marie-France Irigoyen sur le harcèlement moral, sur abus de faiblesse, autre manipulation, ou le livre de Jacques Violet qui est excellent, qui s'appelle Enfant libre ou enfant otage, qui parle justement des situations diverses et variées qu'un enfant peut vivre dans le cadre d'une séparation, et notamment, bien sûr, malheureusement, des cas d'exclusion parentale et familiale, où là, l'enfant se trouve déjà coupé d'un parent, coupé de la famille de ce parent, mais aussi enfermé dans un monde totalement falsifié. Oui, on oublie un petit peu trop, mais un enfant qui n'a pas accès à l'un de ses 2 parents, en fait, n'a pas accès à toute la famille de ce parent, les grands-parents, voilà, les oncles, les cousins, les demi-frères, les demi-sœurs. Il est complètement coupé d'une partie de lui-même. Tout à fait. En fait, c'est une amputation complète de la moitié de son arbre généalogique. Oui, tout à fait. C'est une injustice totale. Voilà. Donc, moi, je me trouve dans cette situation. J'ai fait une première procédure. Enfin, la mère a fait une première procédure pour fixer le domicile de l'enfant. Elle a obtenu en Pologne. Moi, j'ai fait des procédures pour avoir des droits de vacances, en fait, en France. Le tribunal a rejeté la demande sans définir mes droits. J'ai fait un appel et j'ai eu en 2014 une décision qui est très intéressante a posteriori à étudier. C'est-à-dire que j'ai eu le droit de voir ma fille uniquement en Pologne, enfermée dans une pièce de la maison de mon ex-belle-famille, donc sous le contrôle de la mère et de sa grand-mère.
le premier week-end de chaque mois, le vendredi de 17h à 19h, le samedi de 10h à 19h avec 4 heures de sortie libre à l'extérieur, le dimanche 10h à 18h avec 4 heures de sortie libre à l'extérieur, et 21 jours en juillet, du 1er au 21 juillet, de 9h à 19h, avec 9 heures de sortie, 4 heures de sortie librement, et 3 fois on a le droit à 8 heures. Donc cette décision, pourquoi elle est intéressante? Alors déjà, quand j'ai eu cette décision-là, même mon avocate m'a dit c'est n'importe quoi. C'était ces termes, c'était n'importe quoi. Et encore, Gaël, tu te plains, mais moi je parle à des gens qui ne voient pas leur enfant, parce qu'ils sont partis en Afrique, au Japon. Il y a toutes les situations. Il y a toutes les situations, les enfants des parents qui ne voient même pas du tout leurs enfants. Ah oui, c'est une situation qui sont encore pires. Tout à fait. Ce qui est intéressant sur la décision du tribunal, un tribunal polonais, en Europe, malheureusement, la justice compétente est la justice du pays où réside l'enfant. Et je pense qu'il faudrait au contraire une commission internationale entre les pays européens pour que justement il y ait un juge neutre ou des juges neutres qui puissent juger des cas binationaux. Ce qui est intéressant dans cette décision, c'est que c'est une décision qui est très violente, qui est perverse, qui place l'enfant au cœur du conflit et qui finalement est faite à dessein. C'est-à-dire qu'un juge qui prend cette décision-là, il sait très bien ce qu'il fait. Il sait très bien ce qu'il fait. Et souvent on entend dire, j'entends dire, la justice n'a pas les moyens, les juges, alors en France, n'ont pas le temps, etc. Oui, c'est vrai, les juges n'ont pas les moyens. Les juges, pour une audience, vont passer un quart d'heure d'audience. C'est vrai. Dans le même temps, s'il y a des juges qui font bien leur travail et qui essayent d'aller dans l'intérêt de l'enfant, comme justement le prescrit la Convention internationale des droits de l'enfant que vous avez citée déjà à l'antenne avant moi, il y a des juges qui prennent des décisions qui sont violentes, qui sont irrespectueuses du droit, irrespectueuses de ce que la représentation nationale a décidé. Hein. Et on a des décisions qui sont hors cadre et qui sont, pour certaines, à la fois violentes et perverses. Et ça pose question parce que je pense qu'il y a un manque de formation des juges et un problème même dans la formation telle qu'elle est dispensée actuellement pour les juges aux enfants. Donc là, tu étends plus globalement par rapport à ton problème personnel et c'est pour cela que tu as créé l'association des DPE sur Nantes. Alors au début, je ne pensais pas créer une association. J'ai fait la page et puis c'est trouvé que rapidement a été suivi par près de 6000 personnes à l'époque et du coup avec d'autres personnes que j'avais rencontrées, on a décidé notamment Régis, on a décidé de créer l'association. Je cite Régis parce que justement c'est un parent qui actuellement ne voit pas son enfant. Il habite dans le même département que son enfant et il ne le voit plus. Il y a une AEMO qui a été mise en place, elle n'est pas respectée. Et voilà. Que faites-vous exactement sur Nantes à des DPE? Alors, l'idée de l'association, la première idée, c'était de soutenir les personnes, c'est-à-dire d'apporter aux gens qui sont dans cette situation-là, déjà du soutien personnel, mais aussi des méthodes pour le peu de temps où ils ont un contact avec leur enfant, arriver à ouvrir le monde falsifié dans lequel est l'enfant pour lui apporter des signaux positifs, de l'amour et des signaux qui puissent lui faire comprendre que sa situation n'est pas la normalité. En fait, l'enfant dans cette situation-là, s'il n'arrive pas à percevoir ça, alors il pourra s'enfermer à vie dans ces mécanismes-là, dans ce monde-là. Et malheureusement, souvent, les gens disent « Mais vous inquiétez pas, votre enfant reviendra, votre enfant... » Non, ça c'est un mythe complet. Jacques Buel le dit très bien dans son livre, c'est un mythe complet. L'enfant ne revient pas si il n'y a pas eu cette petite étincelle, s'il n'y a pas eu un petit message de temps en temps, s'il n'y a pas eu une voix, un appel, même si ça dure quelques secondes, vous voyez. S'il n'y a pas eu, je sais pas, un petit symbole qui a lié l'enfant aux parents exclus, je pense notamment de petits canards en plastique, voilà, par exemple, voilà, c'est un truc, c'est dans la tête de l'enfant, ça existe, voilà, l'enfant a échangé ça avec un de ses parents, et même s'il ne voit plus ce parent-là, ça existe. Oui, c'est Olga Odiniez de la Calpa qui disait qu'il faut envoyer les courriers à Noël, les lettres d'anniversaire, et qu'il faut les écrire en double. Comme ça, même si l'autre parent aliénant ne les remet pas, on garde une copie et un jour l'enfant viendra parce qu'il aura grandi, il demandera qu'est-ce qui s'est passé et on pourra lui montrer que nous avons fait nos démarches. Voilà, tout à fait. Ça, c'est important. Si l'enfant revient, c'est important d'avoir ça, en espérant que l'enfant revienne. Et aussi, il y a des astuces. Par exemple, on envoie un courrier, et avec le courrier, on envoie un petit dessin qu'on a fait soi-même ou qu'on a fait par un ami. Et puis si un jour, on arrive à voir l'enfant, même une heure, dans un lieu médiatisé ou dans d'autres contextes, et par hasard, on a ce dessin-là. Et là, on voit, sans dire à l'enfant, c'est le dessin que je t'avais envoyé, on voit si l'enfant dit, oui, je le connais ce dessin ou je ne le connais pas. Voilà. Donc ensuite, après avoir fait des DPE, est-ce que tu te souviens des origines du 16 mai?
Alors, le 16 mai, oui, effectivement. Qui c'est qui t'avait contacté, toi, en premier? C'est Sébastien qui m'avait appelé, mais toi, qui c'est qui t'a appelé en premier? Alors là, c'est une bonne question. Je ne sais plus si c'est toi ou papa-maman séparés 49. Il est possible que vous soyez synchronisés sur cette histoire-là. C'est bien possible aussi, ouais. En tout cas, ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait une proposition pour rendre la résidence alternée, faire de la résidence alternée le système de base. Voilà. Dans le cas de séparation. Alors, souvent, on entend dire des gens, mais il faut pas un système de base, il faut traiter au cas par cas. En fait, il y a déjà un système de base. C'est là qu'est le problème. Et les gens n'en ont pas conscience. Il y a un système de base qui n'est pas voté par la représentation nationale, qui n'a aucun cadre, aucun fondement. C'est le système de base qui a été imposé par des juges, qui est le 70-30, à savoir la garde dite classique. Alors, elle n'est pas classique du tout. Elle n'est pas dans la norme, elle n'est pas normale, elle est habituelle. C'est une habitude, c'est un usage. Et comme tous les usages, il pose question. Et dans cette inégalité oui, il y a une parentale, notion d'habitude. Je reviens sur le document de Françoise Leprince, que tu as co-signé aussi, avec ce petit paragraphe qui te rejoint. En 2017, les enfants de divorcés vivaient 73% chez la mère, 7% chez le père, 17% en résidence alternée. On est quand même loin d'un 50-50 ou d'un 60-40. Complètement. Et par rapport à ça, il y a aussi des aspects, c'est que j'entendais parler tout à l'heure, Sébastien, des violences conjugales. Il y a en France une femme qui meurt tous les 3 jours et un homme qui meurt tous les 13 jours. C'est les chiffres, pour l'homme tous les 13 jours, c'est les chiffres du Figaro. Il y a 365 jours par an, ça fait entre 120 et 130. Nous sommes 70 millions. Alors après c'est toujours la même chose, c'est la partie visible de l'iceberg. C'est-à-dire qu'une victime, alors là on parle de mort, donc bien sûr j'en pensais pas, dans le cadre des violences conjugales, une victime elle va porter plainte si elle se sent légitime. Aux affaires familiales, un parent, il va s'investir s'il se sent légitime. Il va demander une résidence alternée s'il se sent légitime. Or, il y a des avocats qui vont dire à des parents, non, ne demandez pas ça, vous ne l'aurez pas, demandez plutôt ça, par rapport à ce que vous pouvez obtenir, les chances que vous avez d'obtenir ça ou ça, voilà. Donc du coup, le fait que les femmes ou les hommes demandent plus ou moins la résidence alternée n'est pas le signe de ce que veulent les gens. C'est le signe de comment est notre justice à l'heure actuelle, comment est notre société à l'heure actuelle, avec toutes ces violences, ces discriminations et son sexisme. Oui, absolument. Les hommes ne demandent pas l'ARA, déjà parce qu'ils savent qu'ils ont très peu de chances de l'obtenir, et ensuite parce qu'on leur conseille de ne pas leur demander. Donc l'argument disant que si les hommes ne demandent pas l'ARA, c'est qu'ils ne la veulent pas, ne tient pas. Donc effectivement, oui. Donc du coup, la question de la légitimité, elle est vraiment importante, et nous, l'idée de l'association aussi, c'était en apportant du soutien aux personnes, qu'elles arrivent à se mobiliser et à se remobiliser aussi, pas seulement pour leur enfant, mais pour les autres. Parce qu'en fait, il y a de très nombreuses victimes qui sont complètement en dehors des radars. C'est-à-dire que les victimes d'exclusion parentale, elles ont l'impression d'être seules, d'être isolées. Elles tombent des nues à la fois par rapport à leur ex-conjoint, mais aussi par rapport à la justice, parce qu'on nous apprend qu'il y a une justice qui fonctionne. Or, de fait, c'est pas du tout le cas, bien au contraire. Et donc, elles se trouvent dans une souffrance et un vide et une absence qui les détruit intérieurement. Alors, quelles sont tes solutions pour 2020 ? Comment tu vois venir 2020 par rapport à notre cause ? Alors, rapidement, quand on est en exclusion parentale, en fait, c'est votre identité propre, votre culture, votre famille, tout ce que vous pourriez transmettre qui est détruit. C'est d'une violence extrême. Alors, et en fait, ces situations, bien au contraire de ce que beaucoup de gens pensent, elles ne sont pas isolées et singulières, elles sont régulières et symptomatiques. C'est un symptôme. En 40 secondes, Gaël, après je vais devoir... D'accord. Rapidement pour l'avenir, nous, à Droit du parent et de l'enfant, on a fait des feux d'artifice, on a fait la liste des européennes, c'est un grand projet. Malheureusement, il s'est trouvé que le ministère de l'Intérieur a changé le formulaire 2 mois avant une élection pour être en conformité avec une loi votée 1 an avant. Ça n'a pas marché jusqu'au bout de ce fait, mais ça a fait un grand mouvement. On essaye de médiatiser la chose. On fait des permanences maintenant à Nantes. La prochaine, c'est le 17 décembre. Pour justement, c'est un groupe de parole et une permanence de soutien pour les personnes qui voudraient justement nous rencontrer, mères, pères, ou aussi même des enfants, des personnes qui ont vécu ça enfant, qui veulent nous rencontrer et en parler. Pour l'avenir, je pense il faut que toutes les associations restent mobilisées, que les gens comprennent que même si leur situation s'est améliorée, ou même si leur situation perdure dans la souffrance, il faut arriver à rester actif pour que tous on soit actifs en commun et qu'on puisse se synchroniser comme on l'a déjà fait plusieurs fois, chaque association avec son histoire, son parcours, pour rendre visible cette situation et pour faire que enfin l'État prenne conscience que l'égalité entre les femmes et les hommes, le respect des droits de l'enfant qui a le droit d'aimer ses 2 parents à égalité,
et ben, c'est pas des principes en l'air. Ça a été signé il y a 30 ans dans la Convention internationale des droits de l'enfant et c'est toujours pas appliqué. C'est signé par tous les pays de la planète et c'est toujours pas appliqué. Alors, au bout d'un moment, l'avenir, c'est de demander aux politiques, mais qu'est-ce que vous attendez pour appliquer quelque chose? Qu'est-ce qu'il faut pour que et les médias, les grands médias en parlent? Qu'est-ce qu'il faut pour que les politiques en parlent? Gaël, seras-tu avec nous en janvier 2020 et en mai 2020? Alors, nous, l'association de droits du parent et de l'enfant, effectivement, on pense synchroniser avec Équité parentale, avec des mouvements qui vont manifester, avec Papy, Mamie, Chagrin, qui participent, avec Papa, Maman, c'est pareil, 49 également. Enfin, je n'oubliais beaucoup, sans doute, parce qu'il y a beaucoup d'associations. On a la volonté de se synchroniser, voilà, effectivement, pour le 16 janvier. Alors, le 16 janvier, je trouve que c'est un jour de semaine, donc nous, on sera peut-être comme l'année dernière, à reporter au samedi suivant. Par contre, le 16 mai, c'est un samedi, et là, nous, on sera très certainement en Place Royale à Nantes, pour justement sensibiliser les personnes. Pourquoi la Place Royale? Parce qu'on cherche des endroits où on va toucher le maximum de personnes pour sensibiliser l'opinion. Ok, Gaël, je te remercie beaucoup. Tu as parlé de ton mouvement avec beaucoup d'humilité parce que t'as pas assez précisé que tu es quand même force de proposition, que tu es une énergie active qui fait quand même régulièrement bouger les murs ou qui tente de les faire. La nouveauté d'inclure les LGBT avec nous vient de toi. Je tiens à le dire, c'est quand même une nouveauté au niveau national qui est appréciable parce qu'elle harmonise le discours, elle le change, elle l'universalise. Et bon. Donc merci pour tout et on se revoit très bientôt, d'accord? D'accord, merci beaucoup. Merci Gaël, au revoir. Merci, au revoir. Hey baby shake, hey baby shake. Well girl, you know you're bound to get rolled right by the sound. Hey baby shake. So spread that mess around and only don't worry about the crowd. Hey baby shake. Well you beat up off the ground and then you move it all up and down and then you turn around and then you break. Hey baby shake. Hey baby shake. Bonsoir, c'était donc Stéphane pour le numéro 2 de Jaf ta mère, depuis les studios de RLP en Dordogne et en Périgord. Merci d'avoir été avec nous, je vous dis à très bientôt pour un prochain vendredi de 20h à 21h. Et d'ici là, écoutez, aimez-vous les uns les autres, sans trop faire de bêtises, hein, merci. Bisous à tous, au revoir. Jaf ta mère.